Let's go. Merci donc d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements nos 4 grands témoins, Yuna Jost, Stéphane Deschamps, Sébastien Bottin et Jérémy Labrie. Installez-vous confortablement sur cette magnifique scène du Pullman, effectivement à quelques encablures de la Tour Eiffel. Bonjour à tous les 4, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais me lever, mettre un petit peu sur le côté, ce sera plus heureux pour tout le monde. Merci donc d'avoir répondu présent. Sébastien Bottin, peut-être en commençant par court. Vous êtes directeur des ressources humaines pour le groupe Socotec. Socotec au service des entreprises, bien sûr, depuis 70 ans, numéro 1 du contrôle construction en France. Vous développez une offre de services en testing, inspection et certification. Depuis d'ailleurs le contrôle technique, c'est comme ça qu'on vous connaît. La gestion des risques liés aux constructions, aux infrastructures et aux installations industrielles. Un chiffre d'affaires, je parle sous votre contrôle, consolidé autour de 1,3 milliard d'euros, dont 54% réalisés à l'international. J'ai bien travaillé. Vous êtes présent dans 26 pays à travers le monde, 11 500 collaborateurs. En France, c'est plus de 190 implantations. C'est toujours bon, je réussis mon oral, réparti sur tout le territoire. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est bon, ben voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Stéphane Deschamps, à vos côtés, bonjour Stéphane, directeur général de Elivia. Elivia qui fait partie de la coopérative Terrena, que vous connaissez sans doute davantage. Elivia qui transforme et commercialise les viandes à destination de la grande distribution, des canaux de distribution, des artisans bouchers, de la restauration collective et commerciale, également numéro 2 du secteur en France. 3000 collaborateurs, 14 sites de production en France. Et en 2022, vous réalisez un chiffre d'affaires de 1,5 milliard, dont 20% réalisés également à l'export. C'est bien ça, mon cher Stéphane. On est prêt, vous me corrigerez au besoin. Yuna Jost, bonjour, merci beaucoup, ma chère Yuna, d'être avec nous. Vous avez fait le déplacement depuis cette magnifique ville de Nantes, n'est-ce pas? Directrice générale de Saunier Duval. Saunier Duval, créée en 1907, entreprise française emblématique et experte, bien sûr, dans le domaine de l'énergie, la fabrication et la commercialisation d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude. Innovation, R&D, évidemment, conduite, ça fait partie de votre ADN depuis le début du XXe siècle. Un site de production, je disais, basé à Nantes, qui compte 1200 collaborateurs, c'est bien ça, au total. Et c'était 400 000 produits que vous fabriquez. Vous allez nous raconter, évidemment, comment est-ce que vous vivez une forme de retournement de marché. On va en parler avec vous depuis un certain nombre de mois, bien entendu. Jérémy Labrie, bonjour mon cher Jérémy, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes CEO, cofondateur de Tomorrow Theory. Fondé en 2022, beaucoup plus récent que Saunier Duval en effet, vous êtes un studio d'innovation RH composé de 5 équivalents temps plein, mais surtout d'une vingtaine de collaborateurs au gré, en tout cas à géométrie variable et au gré des clients que vous accompagnez. Un studio qui résulte plus d'une dizaine d'années de recherche. Et puis vous allez nous emmener aussi à plus 10 ans, peut-être avec cette vision prospective autour de l'évolution, de la relation au travail, et puis avec cette lame de fond qu'a évoqué d'ailleurs Alexandre tout à l'heure, l'intelligence artificielle ou augmentée qui va évidemment bousculer nos habitudes et notre relation et notre façon de travailler. Yuna, je voudrais qu'on revienne avec vous peut-être sur votre parcours. Alors, il ne s'agit pas de faire ma vie, mon œuvre, et je sais très bien que vous serez très, très sobre là-dessus. Pour autant, ce qui m'intéresse quand même, c'est que ça dit quelque chose, évidemment, de la dirigeante que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre, au-delà, effectivement, de la qualité de cette ville de Nantes, mais le projet industriel de Saunier Duval, alors que vous étiez en situation de confort, je dirais, chez nos amis d'Airbus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Saunier Duval sans savoir ce qui allait se passer? Il faut le dire, à l'époque. La vie est quand même assez bien faite. J'ai été contactée par Saunier Duval et qui m'a parlé donc, de prendre la direction d'un site. Ça ne me disait pas plus que ça au début parce que je cherchais plutôt autre chose, peut-être de rester... de chercher à l'international. Et en fait, ils m'ont parlé de leur projet de changer leur business model et de passer de la chaudière à la pompe à chaleur pour que, et vraiment, au niveau du groupe, c'est un objectif, prendre soin du climat. Et je pense que dans la carrière d'un dirigeant, d'avoir la possibilité de prendre la direction d'un site et en même temps d'œuvrer finalement pour quelque chose de positif, avec un impact positif, j'ai trouvé ça hyper tentant. Avec en plus le challenge de doubler les capacités chaque année, de transformer l'outil industriel
Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le challenge. Il faut savoir que la chaudière, les pompes à chaleur, une ligne de production de chaudière, c'est 50 mètres. Une ligne de production de pompe à chaleur, c'est plutôt de l'ordre de 120 mètres. Donc rien à voir. Donc d'un point de vue infrastructure, il fallait tout reprendre. Il fallait reprendre complètement le plan directeur du site. D'un point de vue compétences, c'était pas du tout les mêmes. Et puis, il s'agissait de doubler les capacités chaque année, tout en étant en production et en tournant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, c'était une transformation majeure, profonde, voilà, des compétences projet qui allaient bien au-delà de la compétence projet classique d'industrialisation qu'ils avaient pu connaître. Arrivé en septembre 2021 chez Saunier Duval, un tuilage à peu près de quelques mois avec l'ancienne direction générale. Quels éléments aujourd'hui, en regardant le rétroviseur, même s'il est court, 3 ans, quels éléments de rupture et de continuité vous assumez justement en termes managériels avec l'ancienne direction? J'ai amené quand même un modèle beaucoup plus participatif. Qu'est-ce que j'amène aussi et qu'est-ce que j'ai amené, c'était que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me disaient pourquoi de toute façon le groupe allait dire non, pourquoi de toute façon on n'allait pas y arriver, pourquoi de toute façon c'était pas possible. Et j'ai plutôt j'ai ramené un mode de management en disant non mais en fait je veux pas que tu me dises pourquoi ça va pas être possible et difficile, mais plutôt comment on peut le faire. Et le reste, avec le groupe, je m'en charge, mais d'aller en fait, de passer à l'action et de pas attendre non plus la copie parfaite. Vous voyez, de tout savoir, de tout maîtriser, parce que je pense que d'être déjà dans une certaine action, ça ne veut pas dire d'être dans une naïveté et pas voir les risques ou quoi que ce soit, mais en fait, de l'instant où vous êtes dans l'action, eh bien, en fait, forcément, vous avez des quick wins, et donc du coup, ça vous rassure. Et je pense que la performance, le driver principal de la performance, c'est la confiance. C'est la confiance en soi et c'est la confiance aussi dans l'équipe. Et en fait, ça nourrit au fur et à mesure. Et j'ai trouvé vraiment que cette équipe, elle prenait au fur et à mesure confiance en elle. Ça se libérait, la parole se libérait. Et puis, évidemment, j'ai ramené aussi des gens de l'extérieur, de la diversité, parce qu'il y avait un comité de direction qui était le même depuis plus de 10 ans. Et donc, du coup, qui ne se renouvelait pas. Et en fait, vous avez beau être le plus compétent qui soit, je pense qu'au bout de 10 ans, quand vous êtes en position de confort, eh ben, vous êtes moins performant et vous limitez, et vous limitez l'entreprise, en fait. Et donc, de ramener des gens de l'automobile, de l'aéronautique, des hommes, des femmes, des juniors, des seniors. Et en fait, ça a fait un espèce de melting pot très intéressant, avec bien évidemment une stratégie court terme et surtout long terme, bien ficelée, très communiquée. On a désiloté les équipes, on a fait des unités autonomes de production pour que il y ait un client, la production, tous les services autour, avec des objectifs du coup communs, clairement affichés. Et une stratégie long terme qui certes va se réadapter, mais une stratégie qui, quel que soit finalement ce qui se passe, reste et tient toujours la route. Parce que là aussi, on a énormément de vagues, mais ce qui est très important, et pour faciliter l'action, c'est justement d'avoir confiance, et même quand on s'en prend plein la tête, on peut le manager avec sérénité. Inutile en fait de paniquer. Bon, vous avez réussi à embarquer tout le monde, pas d'effet de résistance. Comment vous avez séduit ceux qui ont connu l'ancien fonctionnement, l'ancienne direction? C'est à ce moment-là, en fait, je savais où je voulais aller en termes d'organisation, et c'est à ce moment-là que j'ai fait appel aussi à Quaterner, parce qu'il ne fallait pas justement que les gens prennent peur, il ne fallait pas que ce soit mon projet, il fallait que ce soit le projet du site, il fallait que ce soit le projet du comité de direction. Et en fait, j'ai trouvé notre collaboration, sans faire une pub débordante, mais j'ai trouvé notre collaboration très efficace parce que Quaterner et Nicolas a vraiment compris en fait là où je voulais aller, et on a fait en fait tout un système de workshop, et en fait petit à petit ça a été vraiment tout smooth, et le comité de direction a vraiment bien senti qu'ils étaient complètement embarqués, qu'on était à l'écoute. Moi j'avais demandé en fait à Quaterner qui challenge mes équipes, mais aussi qui n'hésite pas à me challenger. Et voilà, et en fait, on a créé une organisation où on a pu mettre la production au cœur, mais on a créé une organisation aussi avec un service focalisé sur le projet pour que à la fois les équipes séries soient focus sur leur objectif court terme, mais aussi qu'on bâtisse cette stratégie moyen-long terme en toute sérénité.
Et en fait, voilà, les workshops se sont faits vraiment, ça a été tout smooth, donc il n'y a pas eu, on va dire, de grosses résistances. Il y a eu une personne dans le comité de direction qui était en résistance et qui, du coup, est partie. Mais c'est très bien et ça arrive et je pense que ça participe aussi au renouveau. Et puis, et voilà, des nouveaux sont rentrés. Les anciens n'ont pas eu peur, en fait. Et puis, à un moment donné, voilà, on a créé, on va dire, le CODIR, le comité de direction est devenu plutôt un COMOP et on a créé un COMEX et ça rend les choses... non, il n'y a pas eu de point de blocage. Évidemment, au début, il y a des craintes, il y a des peurs, mais ils ont vu que... Voilà, ils ont été très vite rassurés. Stéphane Deschamps, alors ça fait vous 30 ans que vous travaillez dans l'agroalimentaire. Vous êtes arrivé, vous, dans une entreprise qui n'allait pas très très bien au démarrage, il faut le dire, qui perdait de l'argent, on peut aller jusqu'à évoquer ça, avec un CODIR qui ne fonctionnait pas bien, qui était quoi? Une somme d'individus, d'individualités. C'est un petit peu la fragilité aussi qu'évoquait Yuna il y a quelques instants. Racontez-nous un petit peu cette arrivée chez Elivia. Oui, sachant que j'étais déjà chez Elivia depuis quasiment 15 ans, hein, donc je connaissais très bien l'entreprise. Effectivement, quand le conseil d'administration m'a confié la responsabilité d'Elivia dans une période particulièrement difficile, avec une situation financière dégradée, il a fallu prendre des décisions et refixer un cap. Il y avait un CODIR qui était en place depuis plusieurs années, qui fonctionnait à l'époque avec un directeur général. Donc, on a décidé à l'époque, avec le DRH avec qui je m'étais appuyé, qui était dans l'entreprise depuis quasiment 30 ans, de faire confiance à l'interne, en disant il faut aller vite, il faut transformer en profondeur le modèle. Et si on doit aller chercher des compétences à l'extérieur, déjà, on peut se tromper, ça prend du temps. Et le temps, on n'en avait pas beaucoup, on avait 2 à 3 ans. Et donc, on s'est dit comment on peut repartir. Donc, on a fait le casting. Très vite, on a ciblé des compétences qui étaient déjà dans l'entreprise, qu'on connaissait. Et à qui on se dit qui c'est qui est capable de monter la marche et qui c'est qui est capable effectivement d'apporter un nouveau souffle dans l'entreprise. Donc on a reconstitué une équipe. Il y a eu pas mal de départs dans de l'ancienne équipe de direction. Le comité de direction était renouvelé à 85%. Oui, ça fait pas mal de départs, effectivement. Ouais. Oui, je vous confirme. Mais des gens qu'on a fait, mais remplacés par des gens qui étaient présents et que les équipes connaissaient. Et en qui le degré de confiance était élevé. Alors des gens avec des personnalités différentes, qui venaient d'horizons, même s'ils étaient dans l'entreprise, mais avec des sensibilités différentes, des façons de faire différentes. Et tout l'enjeu, effectivement, a été au départ de créer de la cohésion. Assez vite, on savait ce qu'il fallait faire. Donc on a été dans l'action assez rapidement. Donc la notion de consensus était là et la notion d'alignement était également assez présente dès le départ. Donc, il y avait des interfaces à gérer, bien entendu, d'accord, pas d'accord. Il y avait du contradictoire, mais à un moment donné, quand on a dit c'est ça qu'il faut faire, assez vite, le consensus a été général. Et puis les gens qui n'étaient pas d'accord se sont assez rapidement ralliés au consensus. Ce qui fait que très vite, on a pu effectivement... mettre en place les actions qu'il fallait mettre et on a vu les résultats quasiment un an et demi après. On a eu les premiers résultats et 2 ans après, l'entreprise avait retrouvé des niveaux de profitabilité qui étaient celles de la profession. On était proche du leader, donc c'était notre objectif. Donc, voilà. Ça veut dire, pardon, pour bien comprendre, vous avez été particulièrement attentif à recruter des gens qui étaient capables de bosser ensemble et capable de se remettre en question, mais aussi capable de se ranger derrière une décision quand il le fallait. Oui, c'est ça. On a beaucoup échangé pour... alors, on savait ce qu'il fallait faire, mais c'était surtout la façon dont il fallait le faire. Et puis, effectivement, créer une inertie positive dans l'entreprise pour conduire le changement. Il y avait des fermetures de sites, il y avait des restructurations importantes au niveau du siège. Donc on a fait des plans sociaux. Et vous aviez la confiance, dans ces moments compliqués? Oui.
Bon, moi, j'étais connu dans l'entreprise, parce que quand je suis arrivé en 2007, j'étais directeur de site, donc les gens me connaissent, les gens m'appellent par mon prénom, je mangeais à la cantine le midi quand je suis là. Donc, il y avait un rapport, assez simple en fait, entre moi et l'ensemble des équipes, et les gens me connaissaient. Donc, même quand on a annoncé les décisions de fermeture de site, c'est un plan social quasiment de 250 personnes. Les gens étaient au courant de la situation économique. Ils savaient qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, parce que ça pouvait pas durer. Les actionnaires avaient refusé de recapitaliser l'entreprise, donc il fallait prendre des décisions. Et assez vite, même les organisations syndicales ont dit, puisque c'est ça qu'il faut faire, faisons-le. Et mettons en œuvre les choses pour que ça se passe bien. Donc globalement, ça s'est bien passé. On a eu pour autant, on a eu des grèves, on a eu des blocages de sites, mais une fois que la décision a été acceptée, la mise en œuvre a été plutôt facile. Vous trouvez la bonne équation ou le bon curseur, en tout cas au bon niveau, entre proximité, ce que vous évoquez, le tutoiement, le fait d'être sur le terrain, et en même temps être capable, à un moment, de prendre des décisions et de se faire respecter. C'est pas tant le tutoiement, je pense que c'est la légitimité. Elle tient à quoi? À votre ancienneté, loyauté au site? Oui, et puis le fait aussi que je connaissais bien l'entreprise, que je connaissais bien les opérations. J'étais passé au commerce, j'étais passé aux achats, donc j'avais, je pense, une certaine légitimité. Et le comité de direction qu'on a mis en place avait aussi beaucoup de légitimité parce que les gens les connaissaient. Donc voilà, donc le niveau de confiance était plutôt élevé dès le départ. Jérémy, vous souhaitiez réagir ou pas à ce propos, premier propos, avec ce profil un peu atypique, aussi quelqu'un qui s'est construit, un homme de l'industrie, connaît bien évidemment l'écosystème, qui a traversé des moments compliqués, on le voit bien, restructuration, effectivement, licenciement, relever la barre, reconstituer, comme Yuna d'ailleurs, un CODIR, de gens qui sont capables de bosser ensemble, de s'aligner aussi derrière une décision, on a bien entendu. Moi, je l'ai vu des deux côtés. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie. J'étais ingénieur en performance industrielle dans un groupe de BTP sous LBO qui restructurait en permanence. Et en fait, donc, côté salarié, en fait, on le vivait et on a vu arriver à la tête du groupe un financier que personne ne connaissait. C'est hyper mal passé parce que quand on est sur le terrain, dans l'industrie, on aime bien avoir des gens qu'on connaît. Donc je pense que c'était plutôt une bonne chose d'avoir des gens auxquels on pouvait dans ton groupe, d'avoir des gens auxquels les gens pouvaient se raccrocher en disant on sait ce qu'il vaut, pas en termes de compétences, en termes de valeurs. Je pense que c'était ça surtout, c'est le sujet des valeurs, et je pense que ça a dû aider à réembarquer après, parce que finalement, quand on voit un financier, on peut se dire qu'il est compétent, mais on ne lui fait pas forcément confiance sur est-ce qu'il va faire des choix dans l'intérêt des people. Bon, intéressant évidemment, ces profils, ils ont été choisis aussi pour justement leur singularité. Sébastien, de la même manière, quand on a préparé cet entretien, cette table ronde, vous m'avez dit, j'aime bien me définir comme un DRH atypique. Est-ce que ça tient justement également à votre parcours d'ingénieur de formation, de consultant dans des cabinets de recrutement? Qu'est-ce qui fait de vous ce DRH atypique chez Socotec? Vous avez tout dit, oui. Je suis un DRH atypique. Merci beaucoup Sébastien, vous pouvez regagner votre place. C'est ce qui est bien avec vous, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel, c'est très laconique. Atypique parce que, oui. Ingénieur de formation, oui. ça me donne à la fois un sens du concret, du terrain. Je ne vis qu'à travers les échanges que j'ai avec les collaborateurs de l'entreprise, avec les managers de l'entreprise. Et le fait d'être du même sérail qu'eux me permet d'échanger avec eux et de faire en sorte qu'on se comprenne. Donc, ce pragmatisme, ce sens du terrain, font sans doute de moi un DRH un peu atypique. Et puis, au-delà de ça, en tant qu'ingénieur, j'ai aussi une sensibilité pour les chiffres qui, dans une boîte qui se développe rapidement et qui est exigeante, ça a aussi pas mal de sens. J'ai rejoint Socotec en fin d'année 2015, à un moment où l'entreprise était engluée dans un gros plan de transformation qui débouchait sur pas grand-chose, avec un corps managérial de l'entreprise qui était absolument convaincu que tout ça servait à pas grand-chose, puisqu'il suffisait, l'entreprise était encore très ancrée sur la France. 95% du business. 95% de son business sur la France, et 90% de sa performance tenait à notre activité liée au monde de la construction et des infrastructures. Et donc, absolument tout le monde était convaincu qu'il suffisait d'attendre un petit peu, que le marché de la construction allait reprendre et qu'on allait pouvoir
ranger ce joli plan de transformation derrière nous sans s'en soucier plus. Moi, quand j'ai rejoint l'entreprise, donc on a renouvelé l'ensemble de l'équipe de direction, recréé une nouvelle dynamique dans l'entreprise et donné du sens à tout ça. Ce plan de transformation était aussi très drivé par la performance économique et seulement la performance économique. Donc, ce qu'on a fait pour accélérer les choses, ça a été de faire deux choses. Déjà, créer autour de cette transformation un vrai sentiment de nécessité et d'urgence, même si c'est pas simple dans une entreprise qui continue à gagner de l'argent. Socotec a toujours gagné de l'argent et même si on en gagnait moins que ce qu'on avait gagné auparavant et moins que nos repères concurrentiels, tout le monde se satisfait à peu près de ça dans une boîte qui aussi avait vécu pendant des années sous une forme quasi coopérative et où le niveau d'exigence sur la performance n'était pas très élevé. Donc créer ce sentiment d'urgence, conduire un plan de transformation comme un plan de retournement d'entreprise pour l'exécuter rapidement et en récolter les fruits rapidement pour que ce plan soit légitime. Ça a été la première chose. La deuxième, ça a été de créer aussi des perspectives et du sens en déployant l'entreprise à l'international. On était encore une fois très franco-français, donc très lié au cycle de la construction en France. Donc notre premier réflexe a été d'aller chercher des relais de croissance à l'international en faisant des acquisitions qui nous ont permis de se délier de ce cycle de la construction en France. Et donc, on a, si j'accélère le film, on a plus que doublé de taille dans les 5 dernières années pour aujourd'hui donc avoir plus de la moitié de notre activité qui est en dehors de France, ce qui nous permet de vivre en tout cas plus sereinement les cycles du marché de la construction en France. Sébastien, deux chantiers justement que vous avez commencé à évoquer, notamment sur le territoire, et particulièrement sur le territoire France, ramener l'organisation au plus près des métiers en découpant ce projet en 5 entités et simplifier l'organisation en réduisant les échelons hiérarchiques. Vous êtes comment là aujourd'hui, satisfait de ce que vous avez réalisé, conduit ? Alors oui, juste pourquoi avoir raccroché finalement sur les métiers ? Je vous disais que le sens de la transformation tel qu'il avait été porté précédemment était très centré sur la performance économique. On a pris, nous, le parti de ramener ça au niveau du métier, créer des business units par métier pour ramener le métier au centre du jeu et créer du sens pour nos collaborateurs. Et donc, la question des résultats, ils sont probants. On a doublé la performance économique de l'entreprise. Et les résultats sont là, il n'y a pas de doute sur le fait que ça a été efficace. On le voit dans ces 3 projets, chantiers multiples de transformation profonde, ça raccroche avec la performance de l'entreprise, ça produit du résultat, on le comprend bien. Du côté des femmes et des hommes, comment est-ce qu'on perd personne en route ? Comment est-ce qu'on arrive à embarquer quand on est aussi nombreux chez Socotec, quand on est aussi éclaté géographiquement ? La question du comment est-ce qu'on perd personne quand on change aussi radicalement les fondamentaux de l'entreprise, il tient à une chose relativement simple, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans ? Enfin, qu'est-ce que moi, ingénieur à Brive-la-Gaillarde, je tire de ce grand chambardement que l'équipe de direction est en train de mener ? Déjà, elle ne le mène pas toute seule, l'équipe de direction, mais elle s'appuie sur un corps managérial sur lequel on a beaucoup investi en formation, notamment avec Quaternaire, pour s'assurer que toute cette ligne managériale soit porteuse d'un même message et qu'elle ait le courage managérial de porter cette transformation et la vitesse à laquelle on a réalisé cette transformation. Et donc après, la question, pour revenir à la question, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et ça, c'est le mantra qui nous est assez cher autour du fait que c'est parce que l'entreprise se développe qu'elle crée des opportunités de développement pour ses collaborateurs, et c'est parce que ses collaborateurs se développent que l'entreprise peut continuer à se développer. Parce qu'on a ramassé derrière un mantra qui est « You grow, we grow », qui marche dans les deux sens, et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Si vous dites juste aux gens, vous allez bosser différemment, on va changer l'organisation, on va couper des échelons managériaux juste pour gagner plus d'argent, je ne crois pas que ça embarque beaucoup de monde. Si par contre, vous faites la démonstration que parce que l'entreprise, grâce à la dynamique de croissance qu'elle a su mettre en place, crée pour vous des opportunités de développement personnel, ça marche.
Yuna Joss et puis Jérémy juste après. Ouais, ça me donne envie de réagir aussi, puisque en fait, comment on perd personne et comment aussi tu as parlé de créer un sentiment d'urgence au niveau de Saunier Duval, donc c'est à moindre échelle bien évidemment, mais en fait on a aussi organisé des collectes en fait questions-réponses et on est allé jusque dans l'atelier pour interroger en fait les opérateurs, les opératrices, les ingénieurs, les techniciens pour dire voilà qu'est-ce qui marche aujourd'hui et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, ça nous a énormément aidé ensuite pour faire prendre conscience aux CODIR qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et puis derrière, en plus, ça faisait la jonction entre ce qu'on était en train de mener en termes d'organisation et les souhaits aussi jusqu'à n'importe quel échelon dans l'entreprise. Et derrière, forcément, quand on a pris certaines décisions, les drivers étaient là, étaient sur la table. Et bien, quand on a annoncé l'organisation, l'intégralité des employés l'ont vécu aussi comme une réponse, peut-être pas totale, sur certains cas, mais partielle, à leurs demandes et à leurs problématiques. Ça veut dire vraiment co-construction, parce que là, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, on l'utilise un peu partout. Là, c'est authentique, c'est réel. Ils ont co-construit cette vision, justement, partagée, là, et ce cap, cette destination. Tout à fait. Alors, on n'a pas interrogé les 1200 personnes, on a fait des échantillonnages. Mais en fait, oui, en effet, on l'a fait comme ça. J'ai joué le jeu de la transparence, c'est-à-dire qu'on a une séance chaque année avec l'intégralité des opérateurs, opératrices et employés, donc avec les 1200 personnes. On appelle ça le bref de début d'année. Et où justement, je suis venue projeter vraiment les verbatims et le niveau de satisfaction qu'on a vraiment rendu visible. Et derrière, quelques mois plus tard, on est venu avec la réponse en fait en termes d'organisationnel. Donc là, en fait, on crée du sens, on crée du lien. Tout le monde, toutes les problématiques sont peut-être pas répondues, mais en plus, ça montre, ça explique bien déjà le but de l'organisation. Et puis, ça montre que la direction est au service des problématiques de chacun et qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir, mais bien parce qu'il y a une attente. Jérémy, vous souhaitiez réagir également aux propos de Sébastien et sans doute de Yuna maintenant. Oui, et en fait, donc j'ai commencé dans l'industrie et je suis arrivé, j'avais, je pense, 23 ans. Et je devais expliquer à des gens qui avaient 30-40 ans de boîte comment bosser. Et donc, j'y connaissais rien. Hein. Je suis arrivé, on m'a appris ce qu'était une élingue, un palonnier, et c'était les ouvriers qui m'ont appris ce que c'était, alors que je devais leur expliquer comment ça marchait. Et en fait, donc, je faisais la jonction entre ce que voulait la direction générale, qui était vraiment améliorer tous les enjeux de performance, plus tous les enjeux QHSE, et d'un autre côté, pouvoir avoir le contact du terrain et les infos du terrain. Parce qu'on avait des sujets où finalement 85% de ce qui se passait ne remontait pas parce que ça venait du terrain et qu'il n'y avait pas cette interface. Donc je devais créer cette interface. Et finalement, en ayant beaucoup d'échanges, et c'est quelque chose que j'ai gardé dans toute ma carrière après avec les échanges terrain, je me suis rendu compte que dans les transformations, oui, bien sûr, ils avaient un peu peur de perdre leur emploi, mais ça se rassure assez facilement avec quelques garanties. Mais en fait, la vraie chose qu'ils redoutaient, c'était que l'entreprise se dénature. C'est-à-dire, moi, j'ai fait toute ma carrière ici, j'ai bossé 20 ans là, et en fait, ils vont corrompre un peu l'esprit de l'entreprise. Ça va changer. Et c'était ça la plus grande peur, finalement, le truc sur lequel il fallait rassurer le plus. Et je rejoins après sur ce que tu disais. Le truc qui revenait le plus du terrain, c'est s'ils veulent des idées pour améliorer la performance sur le site, qu'ils viennent me demander. Moi, ça fait 20 ans que je vis ici. On m'oblige à faire des trucs débiles. Si je pouvais faire les choses autrement, je ferais ça, ça, ça. Si on était prêt à mettre 10 000 balles là-dedans, plutôt que d'acheter des trucs qui servent à rien là-bas, on ferait ça, ça, ça. Et donc, en fait, il y a le fait de ne pas aller les solliciter, c'est aussi pris comme une forme de mépris qui crée du désengagement de l'opposition. Stéphane Deschamps, alors vous, évidemment, et je voudrais d'ailleurs peut-être dans le sillage de ce qu'on vient de se dire, citer Peter Michael Senge, que vous connaissez peut-être, qui est un théoricien du management des années 70-80, qui écrit beaucoup d'ouvrages. Il parle de l'entreprise apprenante. Quand il évoque cette entreprise apprenante, il évoque notamment les 5 piliers. Le premier, c'est la vision partagée. Je ne vais pas vous citer les autres, mais je m'arrête là-dessus parce qu'on vient de l'évoquer. Et dans ces 4 leviers, justement, pour faire actionner ces piliers-là, il y a partager une intention et la co-construire, mettre en mouvement les salariés et les parties prenantes. Il fallait, de votre côté, redonner du sens aux managers et aux managers de terrain, de leur redonner du pouvoir d'agir au besoin chez Elivia. Oui, enfin, à tous les niveaux de l'entreprise, pas nécessairement au niveau des managers de terrain. Ce qu'on a essayé de faire,
c'est éviter d'avoir trop d'écart entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait réellement. Surtout quand on est... on a 3000 personnes, 14 sites, donc les messages, il faut les faire passer, et il faut qu'on passe les bons messages et que les messages soient compris. Donc on a toujours eu, au niveau du comité de direction, cette intention de dire, tout à l'heure on prenait le pouls pour la poule, il faut constamment prendre le pouls de l'entreprise dans des phases de transformation importantes, puisqu'il y avait des projets de restructuration, mais il y avait aussi des projets commerciaux, il y avait aussi des améliorations d'achat à faire, enfin voilà, l'ensemble des processus, pour le coup c'est très ingénieur, mais l'ensemble des processus de l'entreprise était dans un processus global de transformation. Donc il a fallu qu'on essaye de retirer la sève de ce qu'on voulait faire, pour avoir quelques mots-clés, des intentions clés, et que ces messages-là, on arrive à les faire redescendre jusqu'au terrain, et que les gens le comprennent. Et ensuite qu'on s'assure qu'on était dans le bon rythme. Parce qu'après, on peut avoir des projets de transformation, et puis on perd tout le monde. Et puis, parce que ça va trop vite. Parce que tout le monde n'a pas le même... D'accord. Parce que c'est dans notre nature de toujours mettre des nouveaux projets sur la table. Et au final, on perd les gens et on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, voilà, c'est un peu... je prends souvent l'image, émetteur-récepteur. Voilà, simplifier le message, faire en sorte que sur l'ensemble de la chaîne de responsabilité, tout le monde ait entendu le même message, avec la même intensité, jusqu'au terrain. Youn a évoqué ce CODIR et cette vision qui doit être au service du projet, jusqu'effectivement et infusée jusque sur le terrain, en tenant compte des appréhensions ou des difficultés aussi à engager les tempos et les rythmes. Simplifier, je disais, la vie des managers de terrain, ils sont également dans un contexte, au-delà du contexte conjoncturel, face à un contexte réglementaire. On attend toujours un choc de simplification en France, on ne sait pas s'il y arrivera un jour. Ça les fait aller beaucoup, être très très présents dans les bureaux, peu sur le terrain. Comment est-ce que vous les accompagnez là-dessus, dans ces transformations réglementaires également ? C'est vrai, on a un métier, dans l'agroalimentaire, on a un métier très, très réglementé. On a ce qu'on appelle les gens mangent nos produits. Donc on a un plan de maîtrise sanitaire, on a de la responsabilité pour mettre des produits sains, loyaux et sur le marché. Et puis on est aussi encadré par des normes préfectorales, parce que tous nos sites sont en installation classée. Donc on a beaucoup de procédures, on a beaucoup de réglementations à respecter, mais je pense que c'est le cas chez tout le monde. Et effectivement, il faut s'assurer qu'on respecte bien la loi, on respecte bien les normes, on respecte bien les procédures, pour ne pas qu'on ait d'écart, et puis pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, et puis qu'on arrive à mettre des produits sains sur le marché. Et pendant qu'ils remplissent du papier, là, ils ne s'occupent pas des femmes et des hommes dans les ateliers. On est d'accord ? Ouais. Alors, on a des gens qui s'occupent de l'assurance qualité et l'assurance sécurité pour faire tout ce qui est documentaire, de manière à laisser le maximum de temps aux encadrants de terrain d'être sur le terrain avec leurs équipes pour gérer le quotidien, les accompagner, s'assurer que la qualité et la sécurité sont bien, les normes sont bien appliquées sur le terrain, et puis toutes les notions de transformation, d'engagement, parce qu'on est une entreprise aussi qui se développe, et il faut que ça suive au niveau des ateliers de production. Donc voilà, et puis après, on a une autre difficulté à gérer, on est une entreprise où il y a 30 nationalités différentes. Le monde entier chez Elivia. Le monde entier chez Elivia. Multiculturel. Ouais. Donc on a des gens qui viennent d'Afrique, on a des gens qui viennent du Maghreb, on a des gens qui viennent d'Europe de l'Est, et donc il faut aussi qu'on ait capacité, on a des musulmans, on a des catholiques, des juifs qui travaillent dans nos établissements, on fait du kasher, on fait du halal, donc il faut qu'on soit capable de faire travailler tout le monde dans le respect mutuel, en respectant les règles de laïcité. Vive l'immigration, Stéphane ? Comment ? Vive l'immigration ? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'immigration, je pense que quasiment plus de la moitié de nos usines seraient arrêtées. Comment est-ce que vous gérez justement ce monde avec des conflits que ça peut supposer ? C'est difficile. Comment est-ce que vous formez vos managers à ces sujets-là ? Parce que c'est un sujet difficile, oui. On n'a pas encore trouvé, regarde Catherine, parce que
elle au service RH. Chez nous, on a mis plein de choses en place, hein, des procédures d'accueil, on traduit les contrats de travail, les fiches de poste, tout ça c'est traduit en plusieurs langues. Je crois qu'il y a 5 langues, hein, de traduction pour nos documents. Mais après, il y a des notions de culture, il y a des notions d'éducation, il y a des notions de compréhension de ce qu'on veut faire. Des consignes. Des consignes. Hein. Alors, des fois, on a l'impression que les gens ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. Et puis, en fait, quand on les interroge, oui, monsieur, mais ils n'ont pas compris, en fait. Et comment vous accompagnez, vous formez vos managers sur ces sujets-là? Ils n'ont pas signé pour ça au démarrage. Ouais. Il y en a peut-être qui jettent l'éponge en se disant mon sujet, c'est pas de faire du social ou de faire de la traduction. C'est pas le sujet. Non, mais on les accompagne par de la formation. On les accompagne en mettant beaucoup plus de ressources sur la partie ressources humaines, hein, parce que ça prend beaucoup plus de temps, hein, bien entendu, de rencontrer les gens, de s'assurer qu'ils ont bien compris ce que c'était qu'une mutuelle, ce que c'était que l'assurance maladie. Enfin voilà, on en est là. On gère aussi parfois le logement, on gère la logistique des gens, hein, puisque tout le monde n'a pas le permis, hein, mais pour autant, il faut que l'usine le matin à 5h, elle démarre. Donc voilà, on a mis pas mal de choses en place, ça reste perfectible. Ça nous permet aujourd'hui de plutôt bien fonctionner, mais il faut être vigilant. Youna, je voudrais qu'on revienne aussi sur ce contexte de crise, évidemment, que vous traversez. Donnez quelques chiffres, hein, pour avoir un cadre également dans les ambitions. Objectif initial, 200 000 pompes à chaleur annuelles d'ici 2026. Ça, c'était en 2022, quand tout allait bien, ou en 2021, quand vous en produisiez 30 000. Et patatras, on peut dire et patatras, hein, on a le droit de dire patatras en 2024. Ah oui. Début août, perte de 40%, octobre, 60% du marché. Ça s'appelle un retournement, hein, on peut le dire aussi. Ça s'appelle même un coup de pelle. Ça s'appelle un coup de pelle, bon voilà, très bien. On est entre nous, hein, on peut se parler simplement. Hein, bon. Non, mais, on ne va pas faire de théorie. Non, vraiment, on s'est tous fait énormément surprendre. Enfin, moi, ce qui m'a rassurée, c'est de voir aussi que nos concurrents sont dans je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs, mais si ça rassure, puisqu'on se dit que c'est pas de notre fait et que c'est pas quelque chose qu'on aurait pu voir et qu'on n'a pas vu. En termes de chiffres, cette année, on aurait dû en fabriquer en 2024 135 000. Si on en fabrique 30 000, ce sera bien. Bon, voilà. Donc là, ça pose l'ambiance directement. Ouais, comme ça. Voilà. Oui. Sachant que, mais vous êtes toujours là, hein, vous êtes là avec nous, tout va bien. C'est ça. En bonne santé, bon, ça marche. Tranquille, impeccable. C'est important d'être zen. Hein, quand ça tangue. Par gros temps, c'est important d'avoir des capitaines d'industrie. Oui, non, mais je pense que justement, depuis le début de cette crise, parce que encore au mois de juin 2023, on était en 3 shifts, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au mois d'août, on a eu un ralentissement. Donc on a arrêté l'équipe de nuit, et l'équipe de week-end, et tout de suite, en fait, ça s'est creusé au fur et à mesure, et en l'espace de 2 mois, on a pris moins 60%. Donc en fait, c'est d'une violence incroyable. Mais le poste avancé, pardon, que vous êtes aussi dans votre trajectoire, dans votre parcours, le fait d'avoir travaillé à l'international, dans des grandes boîtes comme Airbus, vous n'avez rien vu venir, vous n'avez rien vu arriver, il n'y avait pas de signaux faibles. Non, parce qu'en fait, alors il y avait des signaux faibles, mais qui étaient de l'ordre de moins 6%, moins 5%, mais pas du tout. Donc on s'attendait à un déclin, mais à une légère baisse. On avait quand même, dans nos grandes périodes, jusqu'à 40% d'intérim. Donc en fait, on se sentait à l'abri, en fait, avec 40% d'intérimaires. Et en fait, c'était pas suffisant. Donc voilà, on était prêt à un éventuel déclin, mais en fait un déclin de l'ordre de 60 à 80%, ça non, on n'y était pas du tout prêt. Surtout qu'en plus on vend à des grossistes, et en fait les grossistes ont surcommandé et donc ont eu des surstocks. Et tout ça, ça nous a empêché en fait de voir ce vrai ralentissement marché. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que non seulement le marché a été très calme, donc le marché de l'immobilier, à la fois sur le neuf, s'est arrêté, mais aussi en termes de transactions immobilières dans l'ancien, tout s'est arrêté du fait du hausse des... Donc en fait, on a nos deux marchés de prédilection qui se sont de recul, stoppés quasiment net. Il y a quand même des notaires qui mettent le clé sous la porte. Enfin, voilà. C'est dire. C'est dire. C'est vrai, le notaire en général. Salut à nos amis notaires. Peut-être dans la...
Et puis, et en fait, donc là, aujourd'hui, le marché reste trop calme et en plus, nos clients continuent d'écouler le stock. Donc, c'est double effet. Comment on se fait accompagner quand on est en décroissance? Alors, comment on se fait accompagner, puis comment est-ce qu'on communique auprès de ces troupes pour justement garder le moral? On ne doute pas qu'il soit contagieux, parce que vous avez toute l'énergie qu'il faut, mais enfin, c'est peut-être un peu plus... Alors, donc, c'était pas réfléchi, hein, voilà, on a avancé au fur et à mesure, un peu comme le Covid finalement, où en fait on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On nous annonce du moins 10% pour finalement une semaine plus tard nous dire moins 15%, pour une semaine plus tard. Et en fait, même notre direction générale nous donnait des chiffres, mais qui n'avaient plus aucun sens puisque les chiffres changeaient tout le temps. Du coup, ça a été instinctif. On s'est mis dans l'action. Et dans l'action OK, en fait, inutile de rentrer dans une espèce d'inquiétude et de dire mais en fait, et si jamais, et si, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais qu'est-ce qu'on peut maîtriser, qu'est-ce qu'on peut limiter? Donc, du coup, la première étape, ça a été de communiquer, puisqu'en fait, c'est très important aussi de rassurer, mais aussi de concerner les employés. Et là, c'était tellement important. J'ai fait directement, pareil, en petits groupes, mais les communications sur le terrain, avec évidemment les opérationnels et la RH. Mais je voulais en fait des jeux de questions-réponses et pas de préparation, mais on y va. Qu'est-ce que vous entendiez comme question? Quel souvenir de questions marquantes, de préoccupations? C'est pour l'emploi? C'est pour le pouvoir d'achat? Oui, bien sûr, c'est pour l'emploi. C'est ça le vrai sujet. La première chose, c'est l'emploi. C'est est-ce qu'on va lancer un plan social tout de suite? Est-ce que moi, je suis encore en période d'essai? Est-ce que vous allez arrêter ma période d'essai? Et mon mot d'ordre, c'était non. Pas de plan social, pas pour l'instant. On est en transition, en fait, et j'ai jamais utilisé le mot crise. Vous préférez parler de transition? Non, c'est une transition, puisqu'en fait, on est sûr aussi de notre produit. Enfin, il n'y a pas de raison, ça va marcher. Là, on a un creux. Et je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui vient d'Airbus. S'il y a bien une entreprise qui se sentait à l'abri, c'était quand même Airbus. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une entreprise maintenant dans le monde qui peut se dire à l'abri, en fait, d'un moment donné, d'un retournement de marché. Après, Airbus aujourd'hui, les commandes explosent, etc. Donc voilà. Donc là, c'est une transition. On sent aussi que le gouvernement se cherche et que ça va réagir. De toute façon, toute la filière pousse pour ça, donc ça va repartir. La question, c'est est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi? C'est ça en fait. Donc moi, j'appelle ça une transition. Et en fait, comment ensemble et collectivement, on la passe au mieux, sans être béni oui. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut lancer un plan social, on lancera un plan social. Mais comme je dis à mes équipes, au moins, on pourra se regarder dans la glace et se dire, on aura tout fait pour éviter, en fait, la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des communications. On a mis en place du chômage partiel au démarrage de façon le plus intelligente possible, avec, si ça peut tomber pendant les périodes scolaires pour éviter en fait aux gens de payer des nounous, on le fait comme ça, donc c'est aussi mieux vécu. Et très vite, en fait, on a lancé des prêts personnels. C'est-à-dire que comme en fait, je ne sais pas du tout la profondeur et je ne savais pas la profondeur eh bien en fait, on a activé et en 2 mois avec la RH, et au travers de réseaux, j'avais le réseau avec Airbus, elle avait le réseau avec son ancienne entreprise, on a appelé, on a passé des coups de téléphone directement et en fait, eux ont besoin et sont dans une... et on sait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont beaucoup de difficultés à recruter. Nous, on a un surplein d'effectifs, soyons intelligents, entraidons-nous. Et donc, en fait, on a mis en place le prêt de personnel, on a mis en place la possibilité pour des employés qui ne voulaient pas aller dans ces entreprises-là, des congés sabbatiques, donc de 2 mois, 11 mois, pour qu'ils puissent choisir l'entreprise dans laquelle ils voulaient partir, avec évidemment des primes à la clé. On a mis en place des fonds GESIF. Et en fait, le climat social, aujourd'hui, il est très bon. La situation économique l'est pas, mais le climat social, pour l'instant, est positif. Et pourquoi? Parce que justement, je pense que les employés ne l'ont pas subi. Vous voyez, vous avez quand même un panel de choix. Et eux aussi sont dans une possible action. C'est-à-dire que voilà, si tu veux absolument pas perdre en pouvoir d'achat, eh bien, tu peux te porter volontaire pour partir en prêt. Voilà, et en plus, on te donne une prime et on n'y est pas allé de main morte, de 300 € par mois pour que tu puisses aller en prêt personnel. Et ça a séduit, beaucoup embarqué, beaucoup accepté de changer d'environnement.
d'aller chez l'autre, l'inconnu, hein, c'est pas forcément évident culturellement. La mobilité, c'est pas très français aussi, hein, cette affaire-là. Complètement. Et alors, on a évidemment offert un panel, c'est-à-dire qu'on a fait du prêt en interne de différentes entités. On a une entité pièce de rechange pour ceux qui étaient peut-être un peu plus frileux. On a fait des partenariats donc avec Airbus, avec ACB, avec plus ou moins éloignés en fait de l'entreprise. Aujourd'hui, on a déjà à peu près plus de 80 personnes en prêt et on a encore 30 volontaires. Donc, on a plus d'une centaine de personnes. La capacité évidemment de traverser ces crises, ces tempêtes qu'on évoquait. Sébastien, je voudrais qu'on vienne un petit coup d'œil dans le rétroviseur 2018 avec vous et ce projet de formation. Vous embarquez 450 managers en partenariat avec une école qui s'appelle EM Lyon, me semble-t-il. Vous allez me le confirmer. C'était sans savoir évidemment que la crise sanitaire allait arriver. Ça a été une épreuve du feu ou un baptême du feu pour ce corpus managérial que vous avez constitué. Il faut nous raconter cette expérience, c'est intéressant. Elle permet aussi de traverser, d'évoquer cette résilience qu'on mentionne de temps en temps. Ouais, effectivement, dans la trajectoire que je vous décrivais de Socotec, l'un des principaux diagnostics qu'on a pu faire dès le départ, c'est la faiblesse de la chaîne managériale, qui se traduisait par une faible exigence sur la performance de l'entreprise, mais pas seulement. Stéphane parlait de la simplification des messages. Un des principaux enjeux pour nous, ça a été de faire circuler les messages. Dans une entreprise très, très décentralisée, vous le citiez, 190 implantations, dans lesquelles peuvent être représentés un ou plusieurs de nos métiers, ce qui fait en fait pas loin de 500 groupes élémentaires, donc un manager à chaque fois. S'assurer que les messages circulent dans l'entreprise, c'est pas simple. Tout particulièrement dans une boîte à caractère technique, constituée d'ingénieurs et de techniciens, où la chaîne managériale elle est constituée de gens qui sont issus du terrain, qu'on a promus, et souvent qu'on a promus parce qu'ils étaient bons techniciens, bons ingénieurs, dans un job de manager auquel ils n'avaient été aucunement préparés, tant par leur formation initiale que par l'entreprise. Donc il y avait absolument tous les ingrédients pour qu'ils se cassent la figure et qu'ils ne fassent pas, en tout cas correctement, le job. Donc l'une des principales décisions qui a été prise, et je pense qu'elle a été cruciale dans tout ce qui s'est fait après, ça a été d'investir massivement dans la formation de nos managers. Et quand je dis massivement, c'est pas léger. Gilles, qui est là, qui a été l'artisan de ce programme, peut en témoigner. On a constitué un assemblage avec l'EM Lyon pour avoir une signature académique, et puis des partenaires très opérationnels, capables d'apporter à nos managers des formations proches du terrain, de leur donner le sens du terrain et pas seulement des dimensions économiques, dont Quaternaire avec le soutien de Denis, et puis deux autres partenaires, et puis également du contenu issu de notre propre entreprise, du contenu technique issu de l'entreprise, mais aussi du contenu venant des fonctions support, les ressources humaines, le juridique, la finance. Comment est-ce qu'on lit un PNL chez Socotec? C'est quoi les grands indicateurs économiques qu'il faut maîtriser quand on est un manager chez Socotec? Et donc on a formé dans une première cohorte 450 managers. C'est pas un petit sujet sur un programme lourd, puisque c'est plus d'une trentaine de jours de formation qui ont été dispensés sur 18 mois. Et on continue à alimenter l'expérience. Donc ça a démarré en 2018 et on continue tous les ans à créer une nouvelle promo avec les nouveaux managers promus ou ceux qui nous ont rejoints depuis l'extérieur, de sorte qu'aujourd'hui on doit être à 800. Ça avance tous les jours. Il y a des approches... 800 managers formés dans ce dispositif. Bon, il y a des approches très stratégiques. Jérémy, je voudrais qu'on termine là-dessus avant de vous donner la parole rapidement. Des approches très stratégiques, des visions à moyen long terme, un peu éprouvées effectivement par ces crises, ces multicrises qu'on évoque depuis le début de cette matinée. L'intelligence artificielle, là-dedans, quel rôle elle va jouer quand on sait qu'il y a beaucoup d'humains aussi? Alexandre l'a dit, on ne pourra pas remplacer évidemment tout. Cette intelligence artificielle peut être augmentée. Quel rôle elle va jouer dans l'anticipation, la formation des managers, l'anticipation? On va récupérer de la data, il va falloir la traiter, évidemment, traiter ce carburant. Comment est-ce qu'elle va aider la décision, éclairer la décision de nos managers? Heureusement que j'ai fait des étirements ce matin parce que c'est le grand écart là. Donc il y a le sujet de l'intelligence artificielle, il y a le sujet des nouvelles technologies. Oui. En fait, je pense que sans entrer dans le détail,
ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à partir de maintenant, ça va changer très vite. On ne sait pas à quelle vitesse, mais il faut partir du principe que de toute manière, ça va changer. Si on regarde simplement les tâches de bureau, avec ce que les intelligences artificielles génératives commencent à faire, permettre de créer du contenu, générer des idées en industrie sur la gestion de grands projets. Elle commence à changer le métier des chefs de projet. Donc il y a pas mal de sujets qui sont en train d'arriver comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que quasiment d'un trimestre sur l'autre, il faut redéfinir les standards qu'on avait en tête, en disant « ça, la machine ne peut pas le faire ». Et 3 mois plus tard, « ah si, en fait, elle peut le faire ». C'est un peu comme dans le monde du développement informatique, où il y a 2 ans, les développeurs disaient « l'IA pourra jamais prendre notre job ». Puis l'an dernier, les développeurs informatiques se disaient « bon, c'est vrai que ça peut aider, c'est pas mal quand même ». Et là, en 2024, ils se disent je ne sais pas si j'aurai encore un job demain, en fait. Ou alors, en fait, je ne sais pas si le job de développeur me plaira toujours, tel qu'il sera. C'est plutôt ça. Et donc, je pense que c'est ça et qui va être le plus dur pour les dirigeants. Ça va être, on ne va plus pouvoir bâtir des stratégies, et notamment des stratégies humaines, à 3 ans, 5 ans, 7 ans. On va chercher en fait en permanence à itérer. Et donc là, on est vraiment dans le principe de l'amélioration continue. Mais on va devoir le vivre non plus seulement dans les process, on va devoir le vivre dans les comportements. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir en permanence faire en sorte que les gens aient des comportements qui évoluent. Parce que les comportements qui produiront seront ceux qui produiront ou non le résultat dont on a besoin. Et donc là, on parle de l'intelligence artificielle, mais dans beaucoup de métiers, ce n'est pas la seule chose qui va arriver. Vous allez avoir, je prends un truc qui est en train d'arriver, principalement sur les cadres, mais qu'on va vivre un peu partout, le sujet de la santé mentale. C'est en train d'exploser. Et je pense que bien avant l'IA, bien avant la transition écologique, ça va être la priorité des dirigeants dans les 2-3 ans qui viennent. Sujet de la santé mentale qui va être très lié au désengagement, à la désorganisation des équipes. Donc ça va être un très très gros sujet. On a le sujet de la transition écologique. Bon, on a d'un côté la CSRD, les côtés très réglementaires, mais on a d'autres choses qui arrivent aussi, surtout dans les mentalités, dans les attentes, où on va attendre que beaucoup de personnes, des jeunes générations, mais pas seulement, qui rejoignent les organisations, vont attendre autre chose que de mettre des LED. Et donc ils vont attendre que le modèle économique de l'organisation soit impacté. Donc aujourd'hui, aller modifier son modèle économique alors qu'il est challengé même sur le cœur de ce qu'on fait et que les capacités d'investissement sont réduites, aussi bien en termes de visibilité qu'en capacité d'investissement, ça devient extrêmement compliqué. Donc en fait là, on arrive à un moment, et c'est ça, on reboucle avec la question du début. En tant que dirigeant, il est impossible de voir tous ces fronts. C'est impossible. Le dirigeant, de plus en plus, c'est celui qui va mettre l'impulsion, qui va se dire « moi, j'ai l'énergie. J'ai l'énergie de signer pour 5 ans et de, pendant 5 ans, ne pas diminuer mon niveau d'énergie. Je m'engage là-dessus. En revanche, je ne sais pas forcément ce qu'il faut faire. Je sais qu'on doit atteindre ce truc-là, mais je ne sais pas vraiment comment on va y aller. Et donc, je vais m'entourer des meilleurs acteurs qui vont me permettre, en fait, d'être mes tacticiens, qui vont me permettre de comprendre la stratégie que je dois mettre en place, parce que ma stratégie, elle va évoluer, en fait, tous les 6 mois. D'où peut-être le besoin d'aller chercher l'hybridation heureuse qu'évoquait Yuna, notamment dans la constitution de son CODIR. Allez, question-réponse rapidement depuis la salle, parce que le temps file. Vous avez la gentillesse de lever la main. Il y a un micro qui va tourner ou pas. Vous parlerez avec vos voix de stentor au besoin. Vous aurez la gentillesse de vous présenter et d'adresser un de nos grands témoins. Christine Muscat, directeur général de Knauf France, société dans le bâtiment, l'isolation et l'aménagement intérieur, appartenant à un groupe allemand. Je suis interpellée par le commentaire de Jérémy. Comment on fait pour concilier la vision qu'on partage avec nos salariés, parce que je crois fondamentalement qu'on déploie énergie et engagement quand on sait quel est le cap de destination. Souvent, c'est un cap qui est assez lointain. Comment on fait pour concilier cette vision à moyen-long terme en faisant exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire bien penser qu'ils vont évoluer bien plus vite que nous ne pourrions jamais l'imaginer, parce que l'environnement est encore plus pressant et plus évoluant un peu plus chaque jour. Je pense que l'une des clés, elle ne trouve pas forcément sa réponse dans les mécanismes économiques tels qu'on les connaît. Dans l'entreprise, la clé, c'est de déplacer ce que veut dire la sécurité pour les collaborateurs. On n'est plus capable de garantir la sécurité de l'emploi. On n'est plus capable de garantir la sécurité de la stratégie. On n'est plus capable de garantir la sécurité du cadre dans lequel on produit. En revanche, on peut essayer de se dire, on va garantir la sécurité
de comment on va faire les choses, c'est-à-dire des valeurs, de l'état d'esprit dans lequel on le fait. Et je pense que c'est beaucoup déplacer ça. On voit depuis quelques années l'accent sur les sujets RSE, l'accent sur les sujets entreprise à mission, Bicorp, tout ça qui est en train d'arriver. Et je pense en fait que la nouvelle clé de stabilité va se trouver ici. On va dire tout le reste va changer, mais ça, nous, on veut garantir qu'on va tenir ce cap-là, qui est le cap des valeurs, de la mission qu'on s'est fixée. Par exemple, pour Saunier Duval, c'est toujours de la chaleur, c'est juste fait différemment. Et donc, en soi, le cap est là. Mais vu d'un point de vue économique, on ne fait plus du tout la même chose. Et donc, il va falloir de plus en plus axer ça. Et ça va se poser la question de sur quoi on est prêt à ne jamais négocier. Sébastien, Stéphane, Yuna, Jérémy, on peut les applaudir bien sûr, tous les quatre.